Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins une dizaine de séismes, dont 2 majeurs, ont été ressentis ce lundi dans plusieurs endroits du pays, selon le géologue Claude Prepty. La protection civile a fait état de 2 morts et de plusieurs blessés dans le sud du pays. La France appelle à l'adoption d'un accord inclusif et institutionnel par le dialogue. Selon l'ambassadeur français en Haïti, Fabrice Moriès, pour l'heure, les conditions ne sont pas propices à la tenue d'élections dans le pays. Célébration ce lundi 24 janvier de la Journée internationale de l'éducation proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018 afin de mettre en lumière le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. Au moins 2 hommes ont été tués lors d'un séisme de magnitude 5,3 qui a secoué le sud-ouest du pays. Plusieurs autres secousses, entre 4 et 5 de magnitude sur l'échelle de Richter, ont été également enregistrées dans les Nippes et la Grande-Anse. Paniqués, des parents se précipitaient dans les établissements scolaires pour récupérer leurs enfants dans les zones où la terre a fortement tremblé. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est une capitale qui s'est réveillée sous les effets des activités sismiques. Une situation qui a bouleversé le cours normal de la vie, notamment dans les institutions étatiques où des employés ont dû abandonner leur poste de travail à maintes reprises. Dans certains établissements scolaires, la panique était répétitive. Comme c'était le cas récemment le 14 août 2021, les rues ont été minutieusement devenues les nouveaux foyers de certaines familles dans les villes de province, où des dégâts matériels importants sont enregistrés et des pertes en vies humaines. C'est ce qu'a indiqué l'ingénieur Claude Prepty. Il y a plein de monde qui panique à Port-au-Prince, qui dit que tout le monde est fait Port-au-Prince ou bien au Cap, mais ce n'est pas ni dans le département que vous faites, c'est la NIP que vous faites. Ensuite, il y a un monde qui fait à 8h43 de magnitude 4.6, il y a un à 9h06 de 5.7, or 5.6, 5.7, c'est des magnitudes qui modérées, qui est capable de créer un pile panique. Effectivement, il y a rapporté qu'il y a des petits monde qui évanouis, l'école a paniqué, et l'école laguée, et il y a même rapporté des morts. Il y a des cailles qui effondrées dans la zone Fond-des-Nègres, à l'hôpital, etc. Donc, c'est des magnitudes qui sont assez fortes, mais 3 cas magnitude ça arrivés dans le département des Nippes. 8h40 du matin, l'heure à laquelle les premières secousses ont été ressenties. La peur s'installe chez les citoyens de la capitale comme pour les villes de province. Sur les réseaux sociaux, l'information était déjà virale. C'est une mauvaise sensation, reconnaît le géologue qui révèle que seulement pour ce lundi, 10 tremblements de terre ont été recensés dont l'épicentre est localisé dans les Nippes à 3 km de Savo. La faille principale là, c'est lui-même. La faille majeure, elle est très longue, elle est découpée en plusieurs segments. Donc, une faille secondaire, sont failles qui sont moins longues que la faille principale là. Elle est située à côté de la faille majeure là. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'il faut qu'on ait activité, degré d'activité sismique, faille ça. Est-ce qu'elle est active? Est-ce qu'elle va accumuler l'énergie? Donc, l'IGN doit aussi dangereuse que la faille majeure là, que la faille principale là. Donc, c'est au fur et à mesure que nous avons cartographié les failles secondaires, nous avons degré d'activité. Mais nous connaissons que pour le sud, il y a des failles secondaires au niveau de Campérin, au niveau de Maniche. Et il y a dégagé un peu d'énergie et c'est eux-mêmes qui sont en activité ces jours-ci. La presqu'île du Sud est sous la menace des activités sismiques, a souligné le géologue. Les différentes secousses enregistrées ces derniers jours ont sans doute, dit-il, un lien avec le dernier séisme du dimanche 14 août 2021 dont la magnitude était de 7,3. On connaît le 14 août 2021, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 7,2 qui était suivi de répliques. Pour même réplique a continué. Or, tout tremblement de terre que nous ressentons aujourd'hui, tout autour de la zone en Savo, l'asile, pour moi-même, c'est peut-être des répliques
de tremblement de terre 14 août 2021. Il y a quelques rares exceptions. Nous, par exemple, le 23 janvier, nous recevons hier un tremblement de terre dans la zone Gérabel. Donc, nord-ouest continue à trembler, ou bien encore le sud. Donc, pour moi-même, 3-4 tremblements de terre qui fait jeudi, c'est dans les NIP. C'est probablement une réplique de tremblement de terre 14 août 2021. Du 14 août 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, des activités sismiques n'ont pas cessé. Environ 1367 secousses ont été enregistrées dans la capitale et dans les villes de province, selon l'ingénieur Claude Prepti, et cela continue jusqu'à présent. Pour ce lundi 24 janvier, plus d'une dizaine de secousses ont été recensées et ça a bouleversé le cours normal de la vie nationale. Difficile de prévoir ce qui peut se passer dans les jours qui suivent, mais comme a fait le rappel l'ingénieur Claude Prepti, tremblement de terre, pas une fatalité, c'est paré pour ne parer. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Le député québécois d'origine haïtienne, Emmanuel Dubourg, appelle les acteurs politiques à dialoguer en vue d'arriver à une synthèse des accords. Monsieur Dubourg a révélé que le Canada est prêt à supporter le processus électoral en Haïti, ainsi que toute démarche visant à stabiliser le pays, notamment sur le plan sécuritaire. Je suis de très près ce qui se passe en Haïti. J'ai de la famille aussi en Haïti, donc je suis ça de très près. Et tout comme les Haïtiens, je souhaite vivement que la situation s'améliore, qu'on parle de notre perle des Antilles plutôt que de faire allusion à toute cette crise qui dure, et que ce soit depuis le tremblement de terre de 2010, comme vous le dites, l'assassinat du président, le récent tremblement de terre aussi au mois d'août. Je suis préoccupé par tout ça et je suis aussi l'exode des jeunes qui quittent le pays parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Donc, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe en Haïti. Et c'est en ce sens que je suis impliqué. Il se trouve que je suis le seul député d'origine haïtienne au Parlement canadien. Donc, nécessairement, je suis très impliqué dans tous les dossiers qui touchent mon pays d'origine. Le Premier ministre fait souvent appel à moi. J'ai eu de longues discussions avec la ministre Mélanie Joly aussi, en prévision de cette réunion-là qui a eu lieu vendredi dernier. Donc, nous cherchons ardemment une solution que les Haïtiens eux-mêmes vont nous proposer et pour les Haïtiens. Je suis très optimiste en l'effet que dans le discours actuel, on dit on est activement à la recherche de solutions proposées par les Haïtiens pour les Haïtiens. Donc, ce qui s'est passé vendredi, c'est que le Canada a pris le leadership pour réunir la communauté internationale, pour dire au Premier ministre Henry, à son ministre des Affaires étrangères et tous les autres officiels haïtiens qui étaient là, incluant l'ambassadeur Edmond, c'était de leur dire, voilà la solidarité qu'exprime la communauté internationale envers Haïti. Nous voulons aider. Donc, c'est une main tendue vers Haïti, de façon, on a demandé qu'il y ait un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes, la société civile, un accord de tous les accords. Nous sommes là pour les accompagner dans ce processus-là, et ce n'est qu'après ça qu'on pourra parler d'élections, parce que en démocratie, si on veut changer de gouvernement, on veut passer à autre chose, ça prend nécessairement des élections. Donc, il faut que la sécurité aussi soit présente, parce que ça prend un très haut pourcentage de participation au niveau des élections. Ça prend une organisation. Donc, c'est cette discussion-là que nous avons eue, et le Canada a pris l'initiative et tout de suite a annoncé 50,4 millions de dollars. Et le Canada travaille aussi à un fonds multipartite, je dirais, pour compléter l'aspect sécurité, parce qu'on sait que ça prend beaucoup de moyens
que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de l'équipement, de l'efficacité de la police. Ça prend aussi des mesures au niveau sécurité alimentaire. Il faut accompagner les femmes et les adolescentes aussi dans le processus. Donc, nous sommes disposés à tout point de vue d'accompagner Haïti et le peuple haïtien. Le chancelier haïtien Jean-Victor Généus se félicite du soutien de la communauté internationale au gouvernement d'Ariel Henry. Le ministre des Affaires étrangères salue la décision du Canada qui a octroyé une aide de plus de 50 millions de dollars à Haïti lors d'une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays sur le dossier haïtien. Les gouvernements étrangers, à travers leurs représentants, ont renouvelé leur support au gouvernement d'Haïti et à ses objectifs clairement fixés d'établir les conditions non seulement pour rétablir les institutions démocratiques à travers des élections libres et démocratiques, mais aussi permettre un retour à la stabilité et aussi permettre au pays de reprendre la voie de la croissance économique et de la paix. C'est à ces seules conditions que le pays pourra bénéficier de l'apport d'investissements étrangers indispensable à la relance de l'économie, à la création d'emplois et à la paix. Les gouvernements étrangers se sont aussi engagés à apporter le support économique et social indispensable pouvant permettre au gouvernement haïtien de consolider les petites victoires déjà obtenues dans la lutte contre la violence. Les exemples récents, tels la réouverture des lycées à la Saline, de l'école nationale de Cité-Soleil et d'une autre école au bas de Delma, et très prochainement la réouverture d'autres lycées dans des zones précaires, fragiles, victimes de la violence, va se renforcer, de même que les appuis à d'autres projets sociaux dans ces zones précaires auront et recevront l'appui de nos partenaires internationaux. L'ambassadeur de France en Haïti, Fabrice Moriès, appelle à l'adoption d'un accord inclusif et institutionnel par le dialogue. Il signale au passage qu'aucune élection ne peut avoir lieu aujourd'hui en Haïti dans les conditions d'insécurité actuelles. Il a fait ces déclarations lors d'un point de presse samedi en marge d'une cérémonie d'hommage à l'avocat Jacques Létang. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ambassade est en étroit contact avec les différents responsables de l'accord de Montana, comme elle est en étroit contact avec tous les acteurs de la vie politique haïtienne. Nous, à l'ambassade, nous n'avons aucune exclusive, nous n'avons nous ne choisissons pas nos interlocuteurs. Tous les interlocuteurs qui agissent dans le cadre démocratique en Haïti sont les bienvenus à l'ambassade de France et nous les voyons. C'est le cas des responsables de l'accord de Montana avec lesquels nous sommes en étroit contact. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de coopérer avec les autorités haïtiennes, nous coopérons avec le gouvernement haïtien tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui est dirigé par Ariel Henry parce que c'est notre partenaire. Il faut qu'il y ait une coopération, il faut qu'il y ait un dialogue entre les différentes composantes de la vie politique haïtienne. Et j'ai bien noté que hier, le Premier ministre Ariel Henry a indiqué qu'il allait poursuivre le dialogue pour aboutir dans les jours, enfin très vite, je ne me souviens plus exactement la formule, mais
d'un délai rapproché à un conseil électoral provisoire, et c'est ce que le ministre Le Drian a relevé comme un premier pas encourageant. Notre interlocuteur, notre partenaire pour coopérer dans le domaine de la sécurité comme dans tous les autres domaines, c'est le gouvernement d'Ariel Henry. En effet, aujourd'hui comme demain, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un accord inclusif qui permette d'aller vers des élections, parce que ce gouvernement est un gouvernement de transition. C'est un gouvernement qui a pour mission essentielle d'aller vers des élections. Est-ce que là, l'échéance dont tout le monde parle, c'est l'échéance c'est une échéance qui est aussi rapprochée que possible. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation trop longtemps. Je pense que l'échéance dont tout le monde, qui avait été évoquée l'année dernière au Conseil de sécurité, qui était la fin de l'année 2022, est une échéance qui est raisonnable. Est-ce qu'elle est réaliste? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts, et il faut que tous les efforts convergent pour aller vers cet objectif. Alors, comment peut-on réaliser des élections dans un climat de sécurité aussi compliqué? On ne peut pas. On ne peut pas. Et on ne peut pas, nous le savons bien, on ne peut pas. Et ça n'a jamais été la position de la France de demander des élections dans les circonstances actuelles. Et je crois que c'est une position qui est partagée par de très grand nombre de pays ici qui connaissent bien la réalité haïtienne. Il n'y a pas possibilité aujourd'hui de parvenir à des élections qui soient acceptables par tous, parce que tout simplement le niveau d'insécurité est tel dans des zones extrêmement peuplées de la capitale et du pays, ne permet pas de déployer les bureaux de vote, ne permet pas de vérifier que les élections se passent de manière convenable. Donc pour l'instant, pour répondre à votre question, la France ne considère pas que des élections soient possibles aujourd'hui, même à très court terme. Célébration ce lundi 24 janvier de la Journée internationale de l'éducation proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018 afin de mettre en lumière le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. À cette occasion, le ministère de l'Éducation nationale a organisé une cérémonie pour marquer cette date. Le Premier ministre Ariel Henry a pris part à cette activité. Le chef de gouvernement a donné la garantie qu'il va passer des instructions à la PNH afin d'assurer la sécurité de tous les écoliers. En cette journée internationale de l'éducation, j'encourage la communauté éducative et principalement le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à tout faire pour construire cette école haïtienne du XXIe siècle qui favorise une culture de paix, de progrès culturel, scientifique et socio-économique pour tous. Je dis progrès sans exclusion parce que le gouvernement agit partout où les portes des écoles restent fermées pour des raisons diverses et variées, en vue de favoriser la scolarisation de tous les enfants du pays. À ce sujet, j'ai instruit le ministère de l'Éducation nationale ainsi que les institutions de l'État afin qu'ils prennent toutes les dispositions pour assurer la continuité éducative. La police nationale d'Haïti ne ménagera aucun effort pour supporter les actions visant au rétablissement d'un climat scolaire serein. Que cela soit très clair. Pour le gouvernement que je dirige, l'éducation est à la fois un bien public et une responsabilité publique. Celle de garantir une éducation inclusive et équitable de qualité à tous les enfants du pays. Qu'ils vivent en milieu rural, dans les bidonvilles, l'heure est à l'action au sein de tout le gouvernement. Mesdames, Messieurs, je peux vous assurer que l'appareil d'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, est plus que jamais mobilisé pour que nos milliers d'enfants et d'adolescents qui peinent à poursuivre leur formation à cause des bouleversements du calendrier scolaire ces dernières années réintègrent les salles de classe partout sur le territoire national. Chaque jour de classe perdue, chaque enfant laissé en dehors de l'espace scolaire est un pas de plus vers la
pauvreté, l'insécurité et l'instabilité. De son côté, le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, a fait savoir que l'État va continuer à travailler afin d'améliorer la qualité de l'enseignement en Haïti. En cette journée internationale de l'éducation, décrétée par les Nations Unies, et dont le thème retenu « Changer de cap, transformer l'éducation », le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec l'appui total du Premier ministre, a le loisir aujourd'hui, d'une part, de régulariser la situation de certains nombres d'enseignants en salle de classe, mais aussi d'accueillir une nouvelle cohorte d'enseignants, dont une centaine présents ici. Ils viendront renforcer à la fois les bases de l'école fondamentale, mais aussi les nouvelles matières du curriculum du nouveau secondaire de 2015, en particulier l'éducation à la citoyenneté et au développement durable, bien encore plus large que l'éducation civique, l'enseignement du créole, l'éducation artistique et culturelle, l'économie, l'environnement, pour ne citer que cela. Pour changer de cap et transformer l'éducation, je suis heureux ce matin, au nom du ministère de l'Éducation nationale, d'annoncer la réactivation de la Commission nationale scientifique et du curriculum, dont la mission est de conduire la réflexion sur le grand chantier de la rénovation curriculaire et du cadre d'orientation curriculaire. Il est tout à fait utile d'ajouter que le pari du gouvernement de transition est de faire tout pour qu'aucun jour de classe ne soit perdu, et non seulement qu'aucun jour de classe ne soit perdu, que ce soit des jours d'apprentissage réel. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.